travail, c'est aussi travailler ensemble. Alors, c'est très compliqué le travailler ensemble. Mais c'est un domaine absolument bouleversant et passionnant. D'un côté, il y a des prescriptions qui disent comment on doit travailler ensemble. Mais là, ça recommence. Si on exécute strictement les ordres de la coordination, contient le mot ordre, ça ne marche pas. Donc en fait, les gens ne respectent pas la coordination, ils trichent. Mais ils trichent pas pour le plaisir de tricher seulement ou par passion comme ça de la transgression. Non, ils trichent pour que ça marche. Mais là, il faut tricher ensemble. Donc là, c'est très compliqué. Il faut donc se mettre d'accord sur les manières de tricher. Donc, ça s'appelle la coopération. La coopération, c'est un truc absolument génial et extraordinaire. C'est vrai, c'est bouleversant quand on s'en rend compte. Et l'interprétation commune, partagée, si vous voulez, des ordres qu'on a reçus, qu'on conteste, bien sûr, c'est dans un rapport de contestation, mais pas pour l'évacuer, non, c'est pour l'ajuster à la réalité du terrain, passe fondamentalement par un temps de discussion entre les membres d'un collectif pour se mettre d'accord sur les manières de tricher. Parce que si chacun se met à tricher avec son génie propre, évidemment, ça va vers une désorganisation, ça marche pas. Donc il faut arriver à tricher ensemble. Alors c'est tout un processus absolument passionnant, parce que cet espace, on le nomme, quand ça fonctionne dans les bonnes organisations du travail, vous avez un espace de discussion qu'on appelle aussi un espace de délibération. Un espace de délibération, c'est-à-dire pour lequel on passe un certain temps afin d'élaborer des accords entre les gens. Alors, un accord, c'est sur un point particulier de l'organisation du travail, ça s'appelle un accord qui est passé par la discussion, la délibération, la bonne délibération, c'est-à-dire, au sens aristotélicien du terme, hein, là, on est vraiment dans l'éthique à Nicomaque directement, c'est cette question de la délibération rationnelle, de la mobilisation de la phronésie, c'est plus seulement de la métisse, de l'intelligence au travail qui permet de tricher habilement, mais là c'est maintenant la sagesse pratique qui est vraiment engagée dans la discussion entre les gens, de façon à arriver à produire des accords normatifs, et au-delà, quand il y a plusieurs accords qui sont articulés entre eux et qui sont relativement stables, c'est-à-dire qu'une équipe choisit de travailler en s'appuyant et en faisant référence régulièrement à ces accords qui ont été créés entre les différents partenaires de l'équipe de travail. Et alors, à ce moment-là, ça devient une règle de travail. Et donc, il y a des organisations, il y en a eu. Enfin, moi, j'ai connu des organisations du travail, en particulier quand j'ai commencé mes études de médecine, etc. À l'hôpital, il y avait des collectifs de travail, si vous voulez, avec un temps spécifique, réservé à ces réunions dans lesquelles les gens entre dans la controverse et dans la délibération sur la manière de travailler. Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, on pourrait penser que tout ça relève essentiellement de la rationalité instrumentale et que les seuls critères, ce seraient des critères d'efficacité ou des critères objectifs. Non. Dans la discussion, c'est ça qui est très intéressant, les gens discutent, mais il faut formuler des avis sur la manière de travailler qui ne tiennent pas compte que de l'efficacité. Tout le monde est intéressé par l'efficacité, pas seulement les patrons. L'ouvrier, il a un intérêt fondamental à ce que son travail marche. Parce que quand ça ne marche pas, c'est très pénible, si vous voulez. Donc, ça marche, et quelquequefois, c'est du beau travail. Donc, nous sommes tous intéressés par la question de la qualité et aussi même de la quantité aussi d'actes ou de services ou de biens que l'on produit. Mais alors, quand on a ces espaces, il y avait des espaces de discussion comme ça, des espaces de délibération à l'hôpital, ça s'appelait des staffs, bon, ça existe encore. Quand vous étiez en psychiatrie, ça s'appelait des synthèses. Une fois par semaine, on se réunissait pendant au moins 2 heures pour discuter comment on travaille. Et ce qui est très intéressant dans ces espaces, c'est que c'est toujours de la casuistique. On ne parle pas comme ça en général. On prend un cas et tout le monde réfléchit sur un cas et tout le monde est très intéressé par réfléchir sur ce cas. Et voilà. Et c'est au bout de cette discussion que naissent les consensus sur les accords, qui deviennent des accords normatifs et ces règles de travail. Et tout ce processus
qui existait partout. Je veux dire, les enseignants se réunissent pour parler des élèves, pour parler de la classe, pour parler des méthodes d'éducation, etc. Autrefois, il y avait des espaces. Aujourd'hui, tous ces espaces ont été liquidés par le tournant gestionnaire parce que pour eux, évidemment, ils le dénoncent comme des espaces de bavardage et de temps improductif. Alors que c'est là que se constitue la coopération, qui en réalité est d'une efficacité du point de vue de la productivité qui est irremplaçable. Grâce à la coopération, on fait des gains de productivité immenses. On l'a montré moi je l'ai montré dans différents ouvrages avec des collègues bien sûr. Il n'y a pas photo, c'est certain. Si vous voulez, la coopération c'est un élément majeur, non seulement dans la quantité de travail, mais c'est un élément majeur dans la qualité du travail, et c'est un élément majeur dans la sécurité du travail. Et la sûreté aussi. C'est-à-dire que la sûreté, c'est pas une affaire d'individus. C'est tout le monde ensemble veille à ce que la centrale nucléaire ne saute pas. Sinon, ça ne marche pas. Il faut vraiment que tout le monde soit ensemble et qu'on ait les mêmes règles pour interpréter les données quand elles arrivent, etc. Donc c'est tout un travail de production de règles qu'on appelle l'activité déontique. C'est-à-dire production des règles. Et donc, toute organisation du travail qui admet l'espace de délibération en son sein et qui lui accorde vraiment une importance, c'est-à-dire reconnaît que c'est là que se produisent des règles de travail qui sont... Alors, dans ces organisations-là, il y a véritablement un apprentissage de la démocratie. Parce que cet espace de délibération, il se caractérise en plus par le fait que tout le monde doit jouer le jeu, c'est-à-dire chacun doit dire ce qu'il pense, comment il pense qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est aussi un espace où à cette occasion on peut dire moi je n'y arrive pas. Donc partager ses doutes ou ses échecs avec les autres, ce qui est très important, parce que si je l'ai dit aux autres, les autres l'ont entendu, je ne suis plus tout seul avec la difficulté que j'ai et que peut-être l'autre va rencontrer ou qu'il rencontre déjà. Donc si vous voulez, le partage des choses a une très grande importance. Et puis finalement, on se rend compte que dans les arguments qui sont avancés, il y a des arguments qui relèvent de la rationalité instrumentale, direct à l'efficacité. Il y a des arguments qui relèvent, alors pour aller vite, de l'éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Les hommes et les femmes ne sont pas dans la même position par rapport au travail, pour plein de raisons que je ne vais pas développer, mais vous connaissez évidemment. Et donc, les hommes et les femmes n'ont pas forcément la même idée sur ce qui est bien et ce qui est mal dans la réalisation effective du travail. Et c'est vrai qu'il y a différents chemins possibles. On voit qu'il y a des arguments qui relèvent de l'âge aussi. Les vieux et les jeunes n'ont pas seulement les mêmes aspirations, mais ils n'ont pas les mêmes compétences. Et donc, il faut chercher aussi les compromis. C'est pour ça qu'on a besoin de faire fabriquer ces accords. Il y a des choses qui sont relatives à la santé, parce que, contrairement à ce que pourrait dire la Vulgate, les gens ne sont pas en bonne santé. La plupart des êtres humains sont atteints de plusieurs maladies chroniques. Il faut trouver des compromis avec les gens qui sont là. Donc les règles, elles sont des règles de cette équipe. Ce qui fait que dans 2 services hospitaliers qui font pourtant de la cardiologie, on ne pratique pas la cardiologie de la même façon. Mais les 2 sont tout à fait rationnelles parce qu'elles tiennent compte de la réalité des gens qui sont là. Tout cet exercice, si vous voulez, de l'activité déontique et de la délibération à l'intérieur de l'entreprise, c'est un extrêmement puissant moyen d'apprendre la démocratie, non seulement parce qu'il faut parler, mais aussi parce que cette espèce de délibération ne peut fonctionner que si on est prêt à écouter. Et qu'il y a entre la parole et l'écoute une certaine équité. C'est-à-dire celui qui parle et qui dit ce qu'il pense prend des risques. D'abord parce qu'on va lui demander de justifier les raisons, et c'est pas toujours évident de justifier. Enfin, il faut apprendre à parler, mais on apprend à parler. Et on apprend à parler devant tout le monde, avec les autres. Et c'est vrai que c'est un développement quand même d'habileté qu'on n'a pas avant le travail. Et puis, il faut qu'il y ait quelque chose d'équitable vis-à-vis de ceux qui écoutent. Sinon, la parole ne marche pas. La parole, elle a un effet extrêmement puissant sur celui-là qui donne son point de vue. C'est que tout à coup, dans l'argumentation qu'il donne, il se met à dire des choses qu'il n'avait jamais pensées jusque-là. Donc, il y a un effet, si vous voulez, de ce qu'on appelle, en termes techniques, la perlaboration de l'expérience du travail, qui était jusque-là une expérience essentiellement engagée et capitalisée dans le corps,
Le corps est plus habile que ce que nous savons. Notre intelligence dans le travail est souvent en avance sur la capacité que nous avons d'en rendre compte, avec des concepts ou avec de façon verbale et transmissible. Donc, symboliser. Si vous voulez, ce travail de symbolisation de l'expérience du corps se produit lorsque je m'adresse à quelqu'un, mais je m'adresse aux autres et à condition qu'ils écoutent vraiment. Et il y a un risque à écouter. Le risque d'écouter, c'est d'entendre. Et là, tout à coup, j'entends ce que dit ce type que j'ai toujours pris pour un crétin, et là, tout à coup, je me dis, mais c'est lui qui a raison. Et là, tout se met à vaciller du côté de celui qui a entendu, si vous voulez. Il y a un risque à entendre. C'est énorme. En fait, ça se voit dans toutes les situations sociales, hein, cette question de l'écoute, très compliquée. Voilà. Alors, apprendre à parler aux autres, avec les autres, trouver les mots, y compris la rhétorique. C'est-à-dire trouver les mots, inventer les mots et le langage qui permet de parler de ce dont on veut parler, c'est-à-dire de l'expérience subjective du travail, d'un côté. Apprendre à écouter, c'est ça le centre fondamental de la démocratie, in statu nascendi. Voilà. Et donc cet espace de délibération intérieure de l'entreprise, il est un espace fondamentalement, lorsqu'il existe, il est toujours producteur de démocratie.